Je suis le professeur Jean-Charles Corvi-Gomez. Je suis originaire du Bénin. Je suis historien, philosophe et égyptologue. Et pour moi, le 29 août 1985, il y a eu, on peut le dire ainsi, un véritable tournant dans ma formation intellectuelle et dans mon orientation. Ce fut pour moi l'occasion de faire connaissance avec un des plus grands savants de notre temps, le professeur Cheikh Anta Diop. Le professeur Cheikh Anta Diop, qui est né en 1923 à Tietou, au Sénégal, et qui est décédé le 7 février 1986, est un savant pluridisciplinaire qui a contribué à renouveler les thématiques historiographiques du monde noir. On se souvient notamment du célèbre colloque international d'égyptologie du Caire en 1974, et à l'issue d'un véritable tour de force avec un aréopage de savants parmi les plus qualifiés du monde occidental, Cheikh Anta Diop et son disciple Théophile Obenga ont fait pencher la balance, si je puis m'exprimer ainsi, en faveur des thèses africaines. Qu'il me soit permis de rappeler brièvement les conclusions de cet important événement. Le rapport final disait ceci: la très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Mais en dépit de cet événement scientifique de portée universelle, force est de constater qu'aujourd'hui, dans la plupart des universités occidentales, notamment américaines et françaises, européennes notamment, l'œuvre de Cheikh Anta Diop est toujours occultée. Et dans les départements d'histoire et d'archéologie, on ne mentionne pas les travaux des historiens africains et des spécialistes de l'archéologie africaine. C'est ainsi que, très récemment encore, nous nous sommes rendus compte qu'à l'université de la Sorbonne, où Cheikh Anta Diop a soutenu sa thèse d'État, de doctorat d'État à l'amphithéâtre Liard, devant des centaines de personnes, et je rappelle que la thèse a duré 7 heures, hein, donc il y a eu une soutenance de 7 heures. On s'est rendu compte que même la France, parce que Cheikh Anta Diop est un produit malgré tout de l'université française, même la France oublie d'honorer ce génie. Il est évident que ces acquis scientifiques de l'école africaine d'égyptologie doivent être intégrés dans le système éducatif, non seulement en Afrique, mais dans l'ensemble du monde noir. Et ce qu'il y a lieu de noter également, c'est que, en occultant ainsi l'information scientifique et en évitant de vulgariser correctement les acquis et les résultats de la science historique, il y a une sorte d'effet boomerang qui touche également l'intelligence et la compréhension des faits historiques et culturels de l'Europe. Il faut noter que l'Afrique est le continent qui a vu naître l'homme anatomiquement moderne. L'homme anatomiquement moderne, dont le spécimen est l'Homo 1, qui est né donc il y a 200 000 ans. L'homme anatomiquement moderne a véritablement accumulé dans un processus cumulatif du savoir un certain nombre de connaissances depuis le Paléolithique supérieur jusqu'à la fin de l'Antiquité classique. 2 axes ont permis à l'Afrique d'irradier littéralement les autres continents et d'apporter ce génie humain, n'est-ce pas? Parce que l'Afrique, c'est le continent de la sédimentation du génie humain. Nous utilisons à dessein cette métaphore géologique pour montrer qu'en fait, il y a une strate, une couche, un substrat africain du savoir, et que ce substrat, par la diffusion et les migrations vers les autres continents, ont permis justement l'éclosion de la civilisation, non seulement dans les civilisations de la Méditerranée septentrionale, notamment la Grèce pré-hellénique, Rome et toutes les autres civilisations qui ont suivi, mais également dans la Méditerranée orientale, n'est-ce pas? Donc l'Asie
et toutes les autres civilisations qui ont essaimé à partir de la Mésopotamie. Donc, si cela est vrai, si ce processus cumulatif du savoir a permis à l'Africain de diffuser les connaissances les plus précoces qui soient, je ne mentionnerai que 3 faits qui sont en général occultés aux profanes. D'abord, la découverte des mathématiques. La découverte des mathématiques, Ishango, etc., l'os d'Ishango, montre qu'il y a 38 000 ans déjà, les Africains avaient maîtrisé le système de numération et un certain nombre de systèmes mathématiques extrêmement poussés. C'est un phénomène neuronal que tous les scientifiques reconnaissent comme étant d'une extrême précocité. Il en est de même de la maîtrise, si vous voulez, de l'agriculture et de la domestication de tous les animaux sauvages à l'époque. Ça veut dire que le processus de sédentarisation, n'est-ce pas, va préparer le terrain au néolithique, au mésolithique et à ce que j'appellerais les balbutiements prédynastiques des civilisations de la vallée du Nil, notamment la Nubie et l'Égypte ancienne. Si nous focalisons notre investigation autour de ces 2 civilisations, la civilisation de la Nubie et celle de l'Égypte ancienne, c'est parce que ces 2 civilisations sont, pour ainsi dire, les matrices de nos humanités classiques. C'est d'abord en Nubie qu'on trouve, et cela n'est jamais enseigné, hein, en tout cas, les faits sont occultés, à partir de la culture prédynastique dite de Nagada, notamment Nagada II, l'émergence de la première royauté et des premiers souverains. Tout le monde parle du roi Narmer Ménès comme étant le premier pharaon de l'Égypte ancienne, mais en fait, il a été précédé par des pharaons qu'on appelle, dans la terminologie des égyptologues, les Shemshuhor, c'est-à-dire les suivants d'Horus. Ces pharaons, ils étaient au nombre de 7, donc formaient une véritable dynastie. Et cette dynastie est bien la première, et cela nous fait reculer donc dans le temps de plusieurs millénaires. Nous sommes en 3750 avant notre ère, et cette dynastie s'est achevée en 3500 avant notre ère. Tout cela n'est pas enseigné parce qu'on veut absolument privilégier, par une sorte de synchronisation entre la Mésopotamie et l'Égypte ancienne, une antériorité supposée de la Mésopotamie sur l'Égypte ancienne. Les mêmes faits doivent être signalés s'agissant de l'acquisition de l'écriture. On admet généralement aujourd'hui, à la suite des travaux du spécialiste allemand Gunther Dreyer, on admet que l'Égypte a connu l'écriture bien avant l'émergence de la royauté et de l'État. Ça veut dire que nous avons des traces, des documents, des artefacts qui montrent qu'il y avait une écriture hiéroglyphique bien lisible, n'est-ce pas? Et cette écriture a précédé de plusieurs siècles, si je puis m'exprimer ainsi, l'unification de la Haute et de la Basse-Égypte, dont le processus a été initié par les Shemshuhor et achevé par le pharaon Narmer. Il est évident que pendant tout ce laps de temps, l'Égypte ancienne a eu également des historiens, des chercheurs dont on ne parle plus beaucoup. C'est le cas notamment de Manéthon. Manéthon, c'est le plus grand historien de la vallée du Nil, n'est-ce pas? Il était beaucoup plus fiable qu'Hérodote. Et Manéthon de Sébennytos a donné la liste de toutes les dynasties indigènes autochtones de l'Égypte, n'est-ce pas? Du pharaon Narmer jusqu'au pharaon Nectanebo Ier, qui est donc le dernier pharaon de l'Égypte ancienne. Qu'est-ce que les civilisations de la vallée du Nil ont apporté précisément? Je dis les civilisations parce qu'il faut savoir que la Nubie a précédé l'Égypte ancienne. Il y a beaucoup de pyramides dans le désert nubien. Il y a beaucoup de documents qui prouvent que les civilisations du groupe C et du groupe A en Nubie ont été à la base de l'éclosion de la civilisation pharaonique elle-même. Il n'est donc pas, si vous voulez, il n'est pas interdit de parler aujourd'hui d'une origine nubienne et soudanaise de la civilisation pharaonique elle-même. C'est ce que disent les anciens, notamment des auteurs comme Diodore de Sicile ou d'autres, qui disent que d'après les traditions les plus anciennes de l'Égypte, les Égyptiens eux-mêmes étaient une colonie, c'est-à-dire une fraction du peuple nubien qui a essaimé un peu plus haut vers la basse vallée du Nil. Donc, le processus par lequel l'Afrique intérieure va... Donc, il ressort de ce qui précède que l'Égypte ancienne n'est pas à l'origine des civilisations de l'Afrique intérieure, mais c'est l'inverse.
l'Égypte ancienne est, pour ainsi dire, l'épanouissement d'une civilisation qui a remonté le cours du fleuve depuis les sources du Nil, donc la région où l'homme est né, jusqu'aux confins de la Méditerranée. Cela veut dire que cette perspective-là doit être enseignée clairement. Parce que si on l'enseigne, on peut comprendre certains faits d'histoire qui ne sont pas, si vous voulez, aujourd'hui encore, expliqués. Je donne 3 exemples. On peut expliquer aisément les conditions dans lesquelles la civilisation mycénienne, qui doit beaucoup aux civilisations sédentaires de l'Égypte ancienne et du Soudan, n'est-ce pas, a été détruite par les Doriens, et c'est l'effondrement de la civilisation mycénienne qui a marqué l'apogée de la civilisation indo-européenne dans la région qu'on appelle la Grèce, donc la Grèce hellénique. Mais il faut savoir que la civilisation n'est pas née à Athènes. La civilisation est née en Asie mineure, donc aux confins de l'Égypte. Et Thalès de Milet, qui était lui-même un Phénicien de souche, a bien dit que la civilisation est venue de l'Égypte. Les témoignages de Thalès de Milet sont corroborés par ceux des autres auteurs et philosophes de l'Antiquité, disons de la période pré-socratique. Ce fut le cas de Pythagore de Samos, qui a séjourné pendant presque plusieurs décennies en Égypte, où il a étudié à Memphis, et ses thèses sur la métapsychose, etc., sont beaucoup redevables aux Égyptiens. Ce fut le cas également de Platon d'Athènes. Platon d'Athènes qui a étudié avec un prêtre dont on ne parle jamais, qui fut son maître bien avant Socrate. On parle tout le temps de Socrate, mais on ne parle jamais de Saknoum Néfer, c'est-à-dire Sèche-nous fils, d'après les déformations grecques. On ne parle jamais de tous ces prêtres-là qui ont formé Platon. Et il en est de même de Dox, qui a étudié en Égypte. Et on peut dire la même chose pour le fondateur même de la législation en Grèce, c'est-à-dire Solon, etc. Donc Aristote a été en Égypte, il a observé le ciel de l'Égypte, il en a parlé dans Météorologique. Et donc aujourd'hui, on a imposé une thèse qui paraît irrationnelle, c'est celle de la génération spontanée des sciences, des arts, des lettres et de la philosophie en Grèce. Donc on dit que tout est né en Grèce, la démocratie, etc. Et on a donc institutionnalisé, validé la thèse du miracle grec, qui en fait ne peut pas résister à un examen sérieux. Il suffit de faire une étude comparative entre la civilisation de la vallée du Nil et celle de la Grèce. Je parle de la période où les Hellènes ont conquis la civilisation en Grèce, et à ce moment-là, on verra dans quel sens l'histoire va. Et il en est de même de Rome. Vous savez qu'on a toujours enseigné que l'Empire romain n'a jamais connu de défaite. Et que l'Empire romain, ce qui a eu raison des Romains, c'est une invasion. Donc on parle souvent de l'invasion d'un peuple qui est venu de l'Est de l'Europe, etc. Donc, mais ce qu'il faut dire également, c'est que les Romains ont connu une défaite, mais dont on ne parle pas justement. Et cette défaite leur a été infligée par une femme, qui était donc une Candace, c'est-à-dire une de ces fameuses reines qui ont régné en Nubie. N'est-ce pas? Il y avait toute une dynastie de femmes qui ont régné en Nubie. On connaît notamment Amani Sarté, mais celle qui a vaincu Caius Petronius s'appelait donc Amani-Renas. Amani-Renas, en égyptien ancien, ça veut dire Amon est son nom. Amon est son nom. Donc c'est une femme qui était borgne. Et Strabon en a fait même un proverbe, il a dit que c'est une femme qui a eu un courage au-dessus de son sexe. Mais ce qui est certain, c'est que l'Afrique était littéralement le point, si vous voulez, de diffusion, le lieu de focalisation de toutes les connaissances dans le domaine des sciences, des arts, de la littérature, de l'architecture, etc., etc. Et ceci, tous les auteurs grecs de l'Antiquité sont unanimes pour le dire. On ne nous citera pas un démenti tiré des textes d'Homère jusqu'à Aimé Marcellin. Donc la civilisation du Ghana, par exemple, son apogée coïncide avec le déclin de l'Égypte. Vous savez qu'à partir de 663 avant notre ère, les Assyriens avaient détruit la ville de Thèbes. Et à partir de moins 525, les Perses, avec Cambyse, avaient porté un coup fatal à l'Égypte ancienne. Mais l'Afrique intérieure a immédiatement
poursuivi ce processus civilisationnel, si je puis m'exprimer ainsi. C'est ainsi que l'empire de Ouagadougou, parce que c'est son vrai nom, le terme Ghana semble avoir été imposé par les Berbères. L'empire de Ouagadougou, ça veut dire le pays des nobles, Ouago, noble, hein, en sarakolé. L'empire Ouagadougou a permis à la dynastie des Cissé et à toutes les autres dynasties de préparer le terrain à l'émergence d'un des plus grands empires, n'est-ce pas, de tous les temps, n'est-ce pas? Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans Pantagruel où Rabelais parle du roi du Mali comme un des plus grands rois du monde. Hein. Et donc l'empire du Mali a suivi, hein, le Tekrour qui se trouve entre la Mauritanie actuelle et le Sénégal, donc à l'embouchure du fleuve même Sénégal. Ce fut un très grand empire également. Et ne parlons même pas du Kanem-Bornou. Nous sommes donc aux confins du Tchad. Et quand on descend un peu plus vers l'Afrique occidentale, c'est la civilisation de Nok qui existait déjà du temps des pharaons. Nous avons des documents archéologiques extrêmement probants à cet égard. Et puis, maintenant, la civilisation de Ile-Ife, hein, Ile-Ife, c'est-à-dire le pays même originel du peuple Yoruba, et tout ce que nous appelons après les civilisations du golfe du Bénin, notamment le Dahomey, etc., proviennent quant au fond, hein, de vagues de population venues de cette région-là, d'Ile-Ife, et ensuite il y a eu des mélanges, des migrations. Donc nous connaissons aussi la civilisation Ashanti, qui a été fondée par Lassante René au Séitoutou, dont nous connaissons la puissance. C'est une des civilisations les plus magnifiques. Et puis en arrivant vers l'Afrique centrale, alors ne parlons même pas du royaume du Congo. Ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent, ces populations ont littéralement permis aux afro-descendants, par suite du processus de la traite négrière, de résister également dans le Nouveau Monde. C'est ainsi que ce sont des Congolais qui ont fait la fameuse révolution, hein, au Brésil, hein, qu'on appelle la République de Palmarès. C'est un Congolais qui était à la tête de cette résistance-là. Nous sommes au XVIIe siècle, donc c'est bien avant Haïti. Hein. Donc on ne peut pas non plus comprendre l'histoire de la diaspora si on ne saisit pas cette continuité historique de l'Afrique avec ses descendants partout dans le monde. Donc, en allant vers l'Afrique australe, on a la fameuse civilisation de Zimbabwe, c'est-à-dire la maison des pierres en langue Shona. Hein. Donc, c'est le peuple Shona qui a créé cette civilisation. Et ne parlons pas des civilisations Zoulou, de toutes les autres civilisations magnifiques. Et donc, pour nous, il est impossible d'étudier dans le cadre d'un dialogue des civilisations qui s'oppose à la notion de choc des civilisations, qu'une certaine littérature européocentriste voudrait imposer, n'est-ce pas? On ne peut pas dialoguer en faisant abstraction de plusieurs millénaires de processus civilisationnels sur le sol africain qui est, dans l'état actuel de nos connaissances, le berceau de l'humanité. C'est donc pour cela que l'Afrique doit être au cœur de ce dialogue des civilisations. Le but de ce dialogue, c'est de créer un monde qui sera un monde de paix, d'harmonie, d'équilibre, hein, qui permettra aux hommes d'aller à la découverte du génie humain et de faire en sorte que les aspects les moins belliqueux, c'est-à-dire ceux qui poussent au génocide que nous constatons depuis le XXe siècle et qui se poursuivent sous nos yeux, ces aspects soient définitivement éradiqués de la conscience universelle. Et c'est en cela que l'Afrique va jouer son rôle de berceau de l'humanisme. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité. Aucun humanisme ne peut advenir si l'Afrique est suppliciée, si l'Afrique est martyrisée, si l'Afrique est occupée. C'est pour cela que nous pensons que le concept le plus important aujourd'hui, c'est le concept de l'université virtuelle des savoirs. L'université virtuelle des savoirs est un lieu d'échange des savoirs, mais les savoirs ne sont pas seulement livresques. Les savoirs ne relèvent pas seulement de l'érudition, les savoirs n'appartiennent pas seulement à une caste de spécialistes. Ce dont nous parlons, c'est la diffusion planétaire des savoirs. Et ce, en rupture avec la pensée unique, en rupture avec l'idée qu'il n'y a que des peuples civilisés en Europe et que le reste du monde, c'est un océan humain de barbarie. Cette idée-là
elle ne résiste pas à la moindre critique objective des faits aujourd'hui. Donc l'université virtuelle des savoirs est également ouverte, pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, à l'Europe, bien sûr. Puisque l'Europe, c'est une partie aussi de notre héritage. Il y a notre héritage européen, hein, parce que c'est le génie humain qui, après avoir achevé sa sédimentation en Afrique, a eu son expression également technologique et autres en Europe. Et il en est de même de l'Asie, qui est un des continents d'avenir, de l'avenir. Hein? Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de projection géostratégique sans tenir compte du rôle de la Chine. La Chine n'est plus aujourd'hui une puissance émergente. La Chine est vraisemblablement aujourd'hui la première puissance du monde, même si on n'ose pas le dire avec la même rigueur. Et puis, il faut penser à l'Amérique. L'Amérique qui est un continent où l'homme noir a payé un tribut très lourd au développement des États-Unis, par exemple, pour aller très vite. Depuis que les premiers Noirs ont quitté la côte Ashanti dans un bateau pour aller à Jamestown, aux États-Unis, nous sommes au XVIIIe siècle, hein, l'Amérique n'a jamais cessé d'être confrontée à la question raciale. Hein, et ce sont des Noirs comme Christophe Attox, ce sont des Noirs comme Marcus Garvey, le Jamaïcain, et d'autres qui ont éveillé la conscience du peuple américain. Et aujourd'hui, l'Amérique est aux avant-postes, à l'avant-garde de la lutte pour la dignité de l'homme africain et de l'homme tout court. Donc je crois que tous ces facteurs vont nous amener à découvrir l'importance de la présence africaine en Asie. Et le professeur Runoko Rashidi, qui est un des plus éminents spécialistes, sera associé à ce projet de l'université virtuelle des savoirs. Hein. Mais il faut savoir que d'autres auteurs des États-Unis, comme le professeur Molefi Kete Asante, qui est donc le promoteur et le théoricien de la notion de afrocentricity, et non pas d'afrocentrisme, qui est un contresens. Nous assistons donc à la montée en puissance de la conscience africaine, partout dans le monde, notamment chez les afrodescendants. Et ils se sont réunis à Carthagène. Il y a des afrodescendants de Colombie, il y a des afrodescendants de Bolivie, qui ont d'ailleurs rendu hommage aux Africains à travers le rôle qu'Haïti a joué. Si je parle d'Haïti maintenant, c'est parce que Haïti a été à l'origine de tout le processus de décolonisation qu'il y a eu. Après que la Révolution française ait marqué ses limites, se soit épuisée dans la terreur. Des trois révolutions fondatrices de la modernité, à savoir la Révolution américaine, la Révolution française. La Révolution haïtienne fut la seule à être une véritable révolution universelle. Hein? Ce point n'est pas expliqué clairement. Hein? Et souvent, il y a beaucoup de confusion dans les esprits. C'est la révolution haïtienne qui, la première, a émancipé la femme. La Révolution française considérait que l'homme dont on parle dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la femme en était exclue. Il faut le savoir. C'est ce qui a poussé d'ailleurs une Française éminente, à savoir Olympe de Gouges, à défendre dans sa fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne l'héritage des Africains. Elle l'a dit explicitement et elle a rendu hommage aux femmes noires qui ont lutté pendant l'esclavage. Et cette femme a disparu et même les traces de son combat ont disparu ici en Europe. Donc le rôle de l'université virtuelle des savoirs, c'est de réhabiliter également tous ces gens qui ont combattu pour l'idéal humain et qui ont été occultés dans leur propre pays. Hein. Il faut savoir que la révolution haïtienne est une des seules révolutions qui admettait l'accession à la citoyenneté, quelle que soit la confession qu'on avait. Vous voyez? C'est pour cela qu'il y a eu des Juifs qui se sont réfugiés en Haïti. C'était une terre de refuge, parce qu'ils étaient opprimés. Des Polonais se sont réfugiés en Haïti. La révolution haïtienne est la seule qui est donnée à des gens qui n'étaient pas de conditions sociales très nobles, hein, le droit d'être citoyen également. Ce n'était pas difficile parce qu'ils sortaient d'une société esclavagiste. Mais il n'y avait pas de discrimination sociale en Haïti. Et la révolution haïtienne, enfin, c'est la révolution qui a permis à toute personne, quelle que soit sa couleur de peau, hein, parce que la Déclaration des droits de l'homme disait que tout homme est né libre et égal à l'autre homme. Mais il ne s'agissait pas de l'homme noir, cela va sans dire, vous le savez bien. Donc,
Ce que je veux dire, c'est que cette révolution a permis à l'homme moderne de conquérir une notion fondamentale. Cette notion, c'est la décolonisation des consciences. C'est la révolution haïtienne qui a posé le problème colonial, qui n'a pas pu le résoudre parce qu'il y avait des contradictions issues du système esclavagiste. Il y avait la pression aussi de la France et des États-Unis contre ce pays qui était véritablement la citadelle du monde noir. Mais la révolution haïtienne a influencé les Brésiliens, a influencé la Guadeloupe. Hein? Tout ce qui s'est passé avec Ignace, Delgrès et tout ça, cela n'eût pas été possible sans la révolution haïtienne. La révolution haïtienne a influencé les États-Unis d'Amérique. Le roi Christophe était aux États-Unis où il combattait, c'était un Jamaïcain, etc. Donc je crois que tout cela doit être redécouvert. Hein? Nous devons remettre tout cela au cœur du débat contemporain contre les discriminations. Parce que le problème, ce n'est pas l'accession formelle et juridique à l'égalité. Ça, c'est très facile. Hein? L'égalité dans les textes. Non. Le problème, c'est la déconstruction de la notion même d'inégalité des races et la déconstruction de toute la hiérarchisation des races sur lesquelles sont fondées les civilisations modernes. Je crois que c'est ça qui est important. Et en cela, nous allons véritablement innover. Et c'est la mission essentielle dévolue à l'université virtuelle des savoirs, qui est ouverte donc aux Asiatiques, qui est ouverte aux Européens, qui est ouverte aux Américains, qui est ouverte à tous les hommes épris de progrès et qui aspirent à la connaissance, hein, de manière à bâtir une nouvelle humanité, construire une humanité qui va vivre dans l'harmonie et dans la paix. Je dis que ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que l'université virtuelle du savoir a une devise. Cette devise, c'est la science et la conscience au service de la Renaissance. Quand nous parlons de Renaissance, c'est la renaissance de l'humanité. Nous ne parlons pas d'une renaissance de telle race qui serait contre telle autre race. Non, c'est l'espèce humaine. Hein? C'est de ça que nous parlons, la renaissance de toute l'espèce humaine. Et cela ne peut se faire que par l'éducation. On peut mettre des milliards, hein, si vous voulez, à spéculer dans les banques. Cela ne donnera jamais une humanité meilleure. Par contre, si on mise sur l'éducation, la véritable éducation, celle qui s'affranchit des discriminations, on peut alors aboutir à quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais, en conclusion, rappeler une phrase de notre maître à tous, le distingué savant Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop écrivait dans Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérité historique, cette phrase. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Il s'y sent chez lui, il n'y est point dépaysé, comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute Bienvenue sur 3A Télé Sud. J'ai le plaisir de vous présenter donc l'émission Vérité et Mensonge, qui est maintenant notre rendez-vous régulier. Alors, comme vous le savez, Vérité et Mensonge est une émission de culture, une émission d'histoire, une émission qui nous permet en fait de redécouvrir le passé de l'Afrique. Alors, quand je dis le passé de l'Afrique, c'est la période préhistorique, c'est aussi la période antique, avec notamment les civilisations nubiennes et égyptiennes, et puis l'Afrique impériale. Alors, moi, je préfère le terme d'Afrique impériale, parce que l'Afrique précoloniale, c'est un peu réducteur, alors que cette période de notre histoire est aussi la période des grands empires. Hein. Il ne faut
quand même se référer aux récits des explorateurs qui sont rentrés à l'intérieur du pays, qui ont pénétré, qui ont pu voir donc ces grandes civilisations. Donc c'est vraiment l'Afrique impériale. Alors aujourd'hui, nous avons l'opportunité de revisiter une page de l'histoire africaine et puis de l'histoire aussi de l'humanité, qui est donc cette page de l'histoire antique, donc de la civilisation égyptienne, avec notamment la problématique de la traduction du terme Kémet. Parce que il est important quand même de signifier que Kémet, c'est le nom de l'Égypte, le nom authentique de l'Égypte. Vous voyez, parce que aucun pharaon de cette période, que ce soit Ramsès II, Khéops, Mykérinos, dont leur vrai nom est Khufu, Menkaure et Ramessou, ne s'est dit « je suis souverain de l'Égypte ». Parce que ce mot était inconnu à l'époque. C'est-à-dire qu'aucun habitant de l'Afrique antique n'a utilisé l'appellation d'Égyptien parce qu'ils ne connaissaient pas ce terme-là. Alors, pour désigner leur pays, ils utilisaient le terme donc Taméri, qui est le pays bien-aimé, Tadjézer, qui est le pays sacré, Taroui, pour l'union des deux terres, et puis naturellement donc le terme Kémet que nous allons étudier. Alors, d'où vient en fait ce mot d'Égypte? D'où vient cette appellation? Alors, il faut savoir que c'est un mot en fait qui a une origine extra-africaine. Parce que tout simplement, lorsque Narmer, donc le pharaon soudanais, qui est parti du sud de la région de Néken, hein, les Hierakonpolis grecs, pour aller unifier les différents clans de la vallée, il a installé sa capitale dans le nord, à Men-Néfer, qui est devenu Memphis, en fait. Voyez, et à Memphis, le temple de Dieu, parce que c'était déjà la religion monothéiste, il faut le savoir, c'était Ukapta, hein, le temple de l'âme de Dieu, le temple de l'âme de Ptah. Et naturellement, donc cette appellation, parce que les Grecs arrivent à partir de la lignée des pharaons, notamment Amasis, à partir d'Amasis, et là, nous sommes au 8e siècle avant notre ère, et là, véritablement, ils vont reprendre ce terme-là en essayant de comprendre ce que les habitants disent, et ça va venir de Ukapta va donner Ekryptos, qui va donner finalement, après un transfuge de cette appellation dans la langue latine, le mot Égypte que nous avons aujourd'hui. Donc on s'aperçoit finalement que le mot Égypte ne désigne pas l'intégralité du territoire, mais seulement la portion où habitaient véritablement les Grecs, puisqu'on sait qu'avec Alexandre le Grand, ils vont fonder véritablement la ville d'Alexandrie. Alors, chose importante, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous prenez n'importe quel ouvrage consacré à l'histoire de l'Égypte ancienne, et vous voyez que la traduction de Kémet est The Black Land pour les ouvrages anglo-saxons, et la terre noire pour les ouvrages francophones. Alors pourquoi s'est-on focalisé comme ça sur une référence à la terre? Ah ben, l'explication qui est donnée, c'est de dire que tout simplement, Hérodote a insisté sur le fait qu'en raison de la crue du Nil, il y avait un dépôt de terre noire, qu'on appelle les alluvions, qui allait naturellement donc recouvrir l'intégralité du sol, et le sol prenait une couleur noire. Et Hérodote aurait dit, je dis bien aurait dit, que l'Égypte est un don du Nil. Bon, voilà l'explication qui est donnée. Bon, naturellement, on a tous compris qu'il s'agit quelque part un peu de masquer l'origine africaine des Égyptiens anciens et de créer une dualité entre l'Égypte et la Nubie, en dépit des déclarations des Grecs et en dépit même, je dirais, de la signification des hiéroglyphes. Bon, mais maintenant, il faut quand même se livrer à un examen vraiment scientifique des faits. Déjà, la première chose, c'est de savoir, est-ce que Hérodote, lorsqu'il parlait de la crue du Nil, a vraiment fait référence à l'ensemble du territoire donc de Kémet, ou est-ce que finalement il ne s'est pas limité qu'à la proportion de ces territoires, c'est-à-dire le nord, lieu où résidaient en fait les Grecs? Alors pour le comprendre, il suffit tout simplement de voir sa déclaration, c'est dans son livre 2, donc Hérodote dit la partie de l'Égypte. Vous voyez, donc la partie de l'Égypte, donc déjà, en introduction, on voit bien qu'Hérodote n'a pas englobé l'intégralité du territoire, mais il fait référence simplement à une partie. Alors, quelle partie? Où abordèrent les vaisseaux grecs. Donc, on sait que c'est la bordure de la Méditerranée. On a tout de suite compris qu'il s'agit du delta. Est une terre d'alluvion, un don du fleuve. Vous voyez, en fait, c'est extraordinaire. Alors déjà, il y a une première mystification. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que Hérodote a dit que le delta est un don du fleuve. Mais il n'a pas dit que l'Égypte est au don du Nil. Donc là, il y a quelque part des petits arrangements entre amis qui sont réalisés parce qu'il ne s'agit pas réellement de la déclaration d'Hérodote qui poursuit en disant « Autrefois, les Égyptiens n'avaient point de pays. On sait en effet que leur delta
ils le disent eux-mêmes, et c'est mon sentiment, vous voyez, donc c'est Hérodote qui parle, et c'est mon sentiment, était une terre d'alluvion, une terre, peut-on dire, nouvellement apparue. Donc là, maintenant, je pense qu'on a la certitude que lorsque Hérodote faisait allusion au don du Nil, il ne mentionnait pas, en tout cas, il ne faisait pas référence à l'intégralité du territoire, mais il limitait son appréciation au delta. Donc ça, c'est quand même très important de le noter. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même le dire à un moment, c'est que cette fameuse terre noire n'est pas la terre d'Égypte. C'est quand même la terre qui provient du sud profond, c'est-à-dire l'Ouganda, le Rwanda, la Nubie. C'est cette terre-là qui vient de l'Afrique profonde, c'est cette terre-là qui est la terre fertile, qui va recouvrir le sol donc de Kémet, donc de l'Égypte, et qui va fertiliser en fait le sol et qui va permettre la récolte. Donc vous voyez quand même la dépendance qu'avait donc cette population égyptienne vis-à-vis de l'Afrique de l'intérieur, de l'Afrique profonde. Donc le regard forcément qu'ils avaient sur l'Afrique, d'état le regard qu'on veut nous faire croire qu'ils avaient, c'est-à-dire un regard qu'on peut qualifier de colonialiste, puisque c'est un peu comme ça qu'on comprend finalement les déclarations donc, des chercheurs aujourd'hui. Alors, moi, ce que je pense un petit peu dans cette approche, c'est qu'il faut véritablement aujourd'hui rentrer dans l'analyse de la graphie. Alors, cette graphie, en fait, elle est importante. Pourquoi? Parce que, premièrement, on s'aperçoit que nous avons le premier signe qui est le kem. Le kem, donc c'est un militaire. Le kem, c'est la peau de crocodile, selon donc les égyptologues occidentaux. Mais depuis l'école africaine, nous savons qu'il s'agit d'un bout de charbon brûlé. Mais la signification, en tout cas la traduction identique, peu importe les écoles, on sait que cette graphie fait référence à la couleur noire. Ensuite, nous avons la chouette, qui est le M, donc qui est, je dirais, un complément phonétique, mais qui ne se prononce pas. Nous avons le T du féminin, et nous avons ensuite le cercle bariolé, qui est le newt. Alors le newt, c'est important parce que le newt est utilisé uniquement lorsqu'il s'agit d'agglomération urbaine. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est uniquement lorsqu'il est question d'agglomération urbaine que l'on fait, qu'on fait l'utilisation de ce newt. Alors, vous allez me demander, mais finalement, pour désigner la Terre, ben, comment les Égyptiens, quelle graphie les Égyptiens utilisaient? Ben, ils utilisaient une graphie qui était Ta-To. Vous voyez, donc la graphie Ta, qu'on peut traduire par Ta ou par To, qui veut dire terre. Alors, vous voyez bien que quand les Kamites de l'Antiquité voulaient parler de la terre, par exemple pour la terre blanche, ils disaient Ta-Edge, la terre blanche. Tandis que là, on a Kemet Newt, c'est-à-dire l'utilisation donc du Newt, qui est le déterminatif des grandes cités agglomérées. Alors, vous allez me demander, comment peut-on être sûr que lorsque les Égyptiens anciens utilisaient la graphie Kemet, ils faisaient référence non pas à la terre, mais je dirais à la nation, à la civilisation. Tout simplement parce qu'il y a une graphie qui est Ta-En-Kemet. Alors, si on traduit Kemet par la terre noire, sachant que Ta veut déjà dire la terre, ça donne la terre de la terre noire. Donc on comprend que ça n'a pas de sens. Vous voyez, donc c'est très simple de se rendre compte, est-ce qu'on a tort ou on a raison de traduire Kemet par la terre noire? Ta-En-Kemet donne la terre de la terre noire. Par contre, si on comprend que la terre en égyptien ancien est un masculin, tandis que là on a un mot au féminin. Donc plus cette utilisation du newt, ça fait référence plus à quelque chose qui donnerait l'idée d'une immensité. D'où le recours au mot nation ou au mot civilisation. Et là, la phrase elle a un sens. Ça devient la terre de la nation noire, la terre de la civilisation noire, voire la terre du pays noir, du pays des noirs. Un peu comme on dit aujourd'hui l'Afrique noire. Quand on parle de l'Afrique noire, on sait très bien qu'on ne fait pas référence au sol africain, mais qu'on fait bien référence à la population africaine. Eh bien, je pense que c'est exactement la même chose, puisque lorsqu'on sait que le terme Kem voulait dire être noir, et lorsqu'on sait que les Égyptiens anciens utilisaient cette même graphie pour s'appeler eux-mêmes, c'est-à-dire ils s'appelaient les Kamites, comment traduire les Kamites? Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel dictionnaire, ce terme est rendu par les Égyptiens. Mais ce n'est pas la traduction exacte. C'est la population noire, parce qu'il s'agit d'un collectif, la population noire, parce qu'il y a bien ce recours à l'adjectif kem que nous avons en début de graphie. Une dernière vérification, ben, c'est tout simplement de prendre la déclaration des Grecs anciens. Et là, on s'aperçoit que ce soit Hérodote, que ce soit Diodore de Sicile ou Strabon et beaucoup d'autres, ben, ils ont tous fait référence à cette couleur noire des Égyptiens anciens. Hérodote disait, les Égyptiens ont la peau noire et les cheveux crépus. Avec cet ensemble,
en fait de précautions et d'analyses diverses, en prenant des déclarations, en prenant des traductions, en prenant aussi la problématique donc de la datation du delta, parce qu'il faut savoir que le delta effectivement a fait l'objet d'une datation, donc on sait que par rapport au développement de cette civilisation dans le sud, le delta n'a émergé qu'à partir véritablement de 4000 avant notre ère, avec une fin de constitution qui tournerait autour de l'avènement de Narmer, le premier pharaon, donc unificateur de la Haute et la Basse Égypte, vers 3200 avant notre ère. Donc, le terme exact de la traduction de cette graphie aujourd'hui serait beaucoup plus précis si on a recours à l'appellation suivante, à savoir la civilisation noire, la nation noire ou le pays noir, voire le pays des Noirs. Mais en tout cas, cette graphie fait bien référence à la population elle-même. Donc, moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire aujourd'hui, ne serait-ce qu'un travail de retraduction des graphies hiéroglyphique, de manière à pouvoir faire entrer en fait cette vision africaine dans l'appréciation non seulement de la culture de l'Égypte ancienne, et ça a été un peu la thématique du colloque du Caire qui s'est déroulé en 1974 en présence des grands spécialistes du monde, mais aussi face au professeur Cheikh Anta Diop et au professeur Théophile Obenga. Et si vous consultez ce rapport, on vous dit très bien que la culture de l'Égypte ancienne est une culture profondément africaine, que la langue est profondément africaine, que en fait, même la spiritualité, les aspects us et coutumes, la royauté, c'est une royauté qui est spécifiquement africaine. Et il n'y a pas de quoi véritablement faire de distinction entre l'Égypte et la Nubie. Voilà, donc j'espère que cette page d'histoire vous aura passionné tout comme moi et on aura l'occasion de se retrouver très bientôt pour une nouvelle découverte, une nouvelle analyse donc d'une approche un peu falsifiée, mystifiée de l'histoire africaine. En tout cas, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur 3A Télé Sud pour notre émission Vérité et Mensonge, donc qui nous permet d'aborder tout simplement l'histoire scientifique, intellectuelle, culturelle, artistique de l'Afrique et surtout de relever donc les legs de l'Afrique noire à la civilisation universelle. Alors j'ai voulu pour cette émission aborder avec vous la problématique de l'écriture, à savoir la naissance de l'écriture dans l'histoire de l'humanité. Alors il faut savoir que l'écriture c'est vraiment une invention capitale en fait dans l'histoire de l'humanité, tout simplement parce que dans le cadre historiographique, c'est véritablement cette invention qui constitue la ligne de démarcation entre la période de la préhistoire et la période de l'histoire. Et puis au-delà de tout ça, je dirais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer de comprendre, de percevoir la pensée de nos ancêtres les plus lointains. Et pour aborder donc cette thématique, j'ai voulu utiliser en guise de fil rouge l'ouvrage du professeur Bottero, Jean Bottero, qui est spécialiste français donc de la Mésopotamie, qui a écrit un ouvrage assez intéressant dont le titre est Mésopotamie, l'écriture, la raison et les dieux. Et cet ouvrage donc va nous servir de fil rouge. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aborde la problématique de l'invention de l'écriture dans les ouvrages de vulgarisation, on dit très souvent que la Mésopotamie est le berceau de l'écriture et le lieu véritablement où on a l'apparition, pour la première fois l'apparition de l'écriture dans l'histoire de l'humanité. Alors nous allons, je pense, critiquer un petit peu ces travaux. Je dirais c'est quand même important de pouvoir effectivement donner un point de vue africain sur un certain nombre de thématiques scientifiques et nous allons rentrer dans le vif du sujet avec notamment une phrase que j'ai relevée dans l'ouvrage de M. Bottero, du professeur Bottero, dans un chapitre qu'il intitule de l'aide-mémoire à l'écriture. Alors, Jean Bottero dit en gros qu'il y avait un certain nombre de populations, donc une population en tout cas qui existait dans le bassin de la Mésopotamie, mais pour laquelle il n'a pas retrouvé d'éléments historiographiques. Alors il dit ceci, il dit voilà, mis à part l'intervention de tiers, indigènes ou immigrés, hautement vraisemblable, mais dont nous ne savons quasiment rien, et de toute façon marginale et secondaire, elle est donc la civilisation suméro-acadienne, en effet issue de la symbiose entre deux populations, deux cultures, la sumérienne
et l'autre sémitique appelée akkadienne. Alors vous voyez, en fait, ce qui est dérangeant dans cette démarche, dans cette analyse, c'est qu'il prend acte, en fait, qu'il y a eu 3 cultures. Donc en plus de la culture sumérienne et de la culture akkadienne, il y a une culture, il dit c'est vrai, il semble qu'il y ait une présence autochtone ou immigrée, en tout cas il y a une présence ancestrale pour laquelle, pour le moment, on n'a pas énormément d'éléments. Bon, nous verrons par la suite qu'il y a effectivement des éléments qui permettent donc de percevoir quelle était cette culture, mais en tout cas, je dirais, dire que c'est hautement vraisemblable tout en étant marginal, c'est un peu dire tout et son contraire, faut quand même le souligner. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage, c'est que nous avons précisément donc les datations et les documents qui attestent donc de l'apparition de l'écriture en Mésopotamie. Et sur ce sujet, le professeur Jean Bottero nous dit ceci: les plus vieilles archives écrites en Mésopotamie et retrouvées à ce jour sont constituées en gros de 4 collections principales de ces tablettes d'argile qui servaient de papier dans le pays. Alors, quelles sont ces 4 tablettes d'argile? Alors, nous avons tout d'abord les tablettes d'Uruk. Alors, Uruk, la datation donne 3200 avant l'ère chrétienne. La deuxième trace archéologique, ce sont les tablettes donc de Djendet Nars, c'est 3000-3100 avant l'ère chrétienne. La troisième trace, ce sont les tablettes d'Ur, donc trouvées dans la localité d'Ur, donc qui datent, elles, de 2700 avant l'ère chrétienne. Et enfin, les tablettes de Farah, donc trouvées dans la même localité du même nom, en fait, dans la localité de Farah, qui datent, elles, de 2600 avant l'ère chrétienne. Alors, je dirais qu'il faut quand même apporter une petite critique à cette thèse de l'apparition de l'écriture en Mésopotamie, en tout cas voulant stipuler que l'écriture serait d'abord née en Mésopotamie, donc avant l'apparition de l'écriture des Médounétaires en Afrique. Donc Médounétaires que les Grecs ont appelé l'écriture sacrée, hiéroglyphe. Alors première chose, c'est que en Mésopotamie, l'homme écrit sur de la boue, parce qu'il s'agit de l'argile qui a été aplatie et séchée, et le geste est plus un geste du coude qu'un geste du poignet. Or, quand nous parlons d'écriture, nous parlons plus de geste du poignet. Ça, c'est la première chose qu'il faut stipuler. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit de pictogrammes. Il faut quand même le dire clairement. D'ailleurs, Jean Bottero le dit en filigrane dans son ouvrage. Pourquoi c'est important de le signifier? Parce que les pictogrammes ne permettent pas de retranscrire fidèlement la langue orale. D'ailleurs, elle ne figure pas du tout la langue orale, vous voyez. Donc, il faut dissocier la problématique des pictogrammes et la vraie problématique de l'écriture qui, elle, seulement permet de transcrire sur un support fixe la langue parlée. Le troisième point, c'est que, vous savez, les tablettes dures, et ça Jean Bottero est très clair là-dessus, il le dit, il s'agit surtout de contes, pas vraiment d'écriture. Donc c'est vrai qu'on s'aperçoit que le besoin, en tout cas, de mettre les choses par écrit en Mésopotamie, c'est surtout exprimé pour peut-être des problèmes administratifs ou de comptage. En tout cas, nous ne sommes pas dans le cadre de la littérature, nous sommes dans le cadre des contes. Donc plus des mathématiques véritablement que, en tout cas, l'écriture. Enfin, il faut aussi savoir que c'est quand même surprenant. Si l'écriture était vraiment née en Mésopotamie, le support de l'écriture devrait s'appeler tablette. Or, le support de l'écriture s'appelle papier. Et oui, et le papier, tout le monde sait que le papier remonte au papyrus, qui a été donc inventé par les Africains anciens de la période pharaonique, le long des berges du Nil, donc dans la grande région du Soudan. Et enfin, dernière chose et non des moindres, c'est que l'écriture mésopotamienne, qui est l'écriture en forme de clou, voyez, c'est un cul-de-sac. Pourquoi c'est un cul-de-sac? Parce qu'elle n'a rien généré par la suite dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire cette écriture s'est évanouie dans la nature, elle s'est évanouie à travers l'histoire sans laisser de descendance. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'écriture hiéroglyphique. Donc c'était quand même important de le signifier de manière à bien clarifier les choses. Vous voyez, et je vais d'ailleurs citer la phrase de Jean Bottero qui dit donc l'écriture en Mésopotamie est née de besoins et de nécessités d'économie et d'administration. Vous voyez, on n'est pas dans le cadre de la littérature, on verra la différence après avec l'Afrique. Alors nous arrivons justement avec l'Afrique, avec le professeur Günther Dreyer, et oui, qui est un professeur allemand, un égyptologue allemand, qui a réalisé en 1998 des fouilles dans la région d'Abydos. Et chose importante, c'est que le professeur Dreyer a trouvé, donc dans les tombes, des traces d'écriture qui ont été datées à 3400 avant l'ère chrétienne. Et chose qui est remarquable, c'est que dans la déclaration qu'il a faite, la déclaration officielle du professeur Dreyer, qu'il a faite le 9 décembre 1998 à l'agence Reuters, donc l'agence internationale, Dreyer dit ceci, et écoutez bien parce que c'est très important. Il dit « L'écriture égyptienne était bien plus avancée
que celle de la Mésopotamie, qui à l'époque n'était pas encore habitée par les Sumériens. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Là, Dreyer nous dit quelque chose de pharaonique. Il nous dit à l'époque où les gens écrivaient en Afrique, mais il y avait pas de Sumériens. Vous voyez, et il dit, nous pensons que les Sumériens avaient été les pionniers de l'écriture. Et avec sa découverte, il prend conscience que ce n'est pas le cas. Alors, chose importante, c'est qu'on s'aperçoit que dans l'Antiquité, les Africains anciens de la période pharaonique ont développé un véritable lexique autour de l'écriture. Et je vais vous laisser, d'ailleurs, je vais vous glisser quelques appellations. Vous avez par exemple, mettre, donc écrire, c'est le verbe sèche. Mettre par écrit, c'est irem sèche. Vous avez shedi, qui veut dire le livre, per médiat, la bibliothèque, médiat, le livre, et génout, les annales. Alors il est remarquable de noter que les Africains ont utilisé l'ensemble de la faune et de la flore africaine. Et quand je dis l'ensemble de la flore et de la faune africaine, ce sont les animaux notamment. Les lions, les gazelles, les hippopotames, les crocodiles, les arbres, donc les arbres particuliers de la région d'Afrique, de cette région du Soudan ancien, dans le sud profond, pour mettre au point leur écriture, y compris donc les poissons qui étaient au fin fond du fleuve Nil. Et d'ailleurs, c'est principalement cette constatation qui a fait dire au professeur Émile Amélino, donc qui est du Collège de France, qui est un égyptologue, qui a déclaré ceci. Émile Amélino a dit, mais si nous soutenons la thèse que la civilisation pharaonique aurait été bâtie par une population qui n'était pas africaine, il va encore falloir qu'on m'explique comment ces gens connaissaient aussi parfaitement la faune et la flore africaine, au point de connaître même les poissons qui étaient au fin fond de l'eau, pour pouvoir mettre au point leur écriture. Donc, quelque part, il faut quand même arriver à cette constatation qu'il n'y a qu'une population qui vivait là et qui connaissait véritablement la faune et la flore, qui a pu véritablement élaborer donc cette écriture qui s'appelle de son vrai nom les Médounétaires, c'est-à-dire la parole de Dieu. Oui, voilà, le mot hiéroglyphe découle des Grecs, mais le nom donné par les Éthiopiens anciens, donc de cette période, c'est Médounétaire, la parole de Dieu. Alors il est important quand même de revenir sur la dynamique maintenant des datations. Pour la Mésopotamie, tout simplement, parce que vous savez, en fait, les tablettes, l'écriture, on retrouve cette écriture surtout dans des tombes royales. Et quand on regarde l'analyse qui a été faite par un certain nombre de chercheurs, je pense au professeur Kugler, je pense au professeur Christian, ils stipulent clairement que les datations faites lors des fouilles archéologiques en Mésopotamie montrent qu'en fait ces tombes datent de 2600 avant l'ère chrétienne et pas avant. Et ça, ils sont relativement formels là-dessus. Les premières tombes en Mésopotamie datent de 2600 avant l'ère chrétienne. Et le professeur Cotonou, qui est un professeur français, stipule d'ailleurs, à son grand étonnement, que ces tombes sont totalement anonymes. C'est-à-dire on n'a aucune indication sur les personnes qui se trouvaient dans ces tombes. D'ailleurs, regardez, il écrit d'ailleurs dans son manuel d'archéologie orientale, on peut se demander, en présence des sépultures des tombes royales, s'il s'agissait vraiment de rois. S'il ne fallait pas rattacher ces tombes au culte du principe de la fertilité. Parce que ce qui frappe véritablement, c'est qu'en tout cas ces tombes-là sont des tombes qui étaient parfaitement anonymes, vous voyez. Et lorsqu'on arrive maintenant dans la dynamique africaine et que nous parlons de tombes, il faut savoir que Narmer, donc le pharaon qu'on présente habituellement comme étant le roi unificateur de la Route et de la Basse-Égypte, n'est pas le premier pharaon d'Égypte, parce que tout simplement l'école allemande, a d'ailleurs trouvé donc une lignée royale, une lignée royale soudanaise qui a précédé Narmer, donc notamment Scorpion qui était donc le père de Narmer, qu'ils ont appelé la dynastie 0. Alors naturellement, nous ne pouvons que réfuter cette appellation puisque 0 désigne par rationalité, par cartésianisme, ce qui n'existe pas. Or, comme cette dynastie existe, puisqu'on a trouvé les tombeaux de ces rois, en faisant des fouilles, donc normalement elle devrait être stipulée, appelée tout simplement la première vraie dynastie de l'Afrique pharaonique. Et ces rois, donc qui étaient les Semshuhar, c'est-à-dire les suivants d'Horus, on retrouve leurs traces dès 4700 avant l'ère chrétienne. Vous voyez le gouffre qu'il y a par rapport à la Mésopotamie, puisqu'en Mésopotamie nous sommes en 2600 pour les premières tombes royales, et en Afrique on est à 4700 pour les premières tombes royales avec donc les Semshuhar, les premiers suivants d'Horus. Alors on comprend naturellement qu'en faisant des fouilles et qu'en trouvant des éléments d'écriture dans les tombes royales, je dirais il y a même pas photo, c'est clair que l'Afrique est véritablement le berceau de l'écriture, d'autant plus que le papier qui est le support de l'écriture découle du papyrus, parce que l'étymologie même du mot papier découle véritablement du papyrus qui a été inventé par les Africains anciens le long des berges du Nil.
Vous voyez, ça c'est quand même important de le noter. La deuxième chose, c'est que l'écriture égyptienne transcrivait véritablement la langue l'oral, c'est-à-dire que quand on lit une phrase en hiéroglyphe, on a véritablement ce que disait le scribe au moment où il écrivait. Donc nous ne sommes pas dans le cadre des pictogrammes, c'est important de le noter. Alors, concernant maintenant la problématique qu'avait soulevée le professeur Bottero sur cette fameuse population autochtones, immigrés, dont il n'avait pas vraiment la possibilité de donner des informations. Enfin, il nous faisait comprendre qu'il n'avait pas vraiment trouvé d'éléments historiographiques sur cette population. Il faut savoir qu'il y a un Français qui s'appelle Marcel Auguste de la Foye. Et il a réalisé des fouilles en Mésopotamie. Et à partir du moment où on a retrouvé les premières tombes royales, ce qui a marqué donc l'élite archéologique occidentale, c'est que les rois étaient noirs. Voyez, et c'est pour ça que, je dirais, dans la tradition de l'Élam, les premiers habitants, et ça c'est quelque chose qui est su, même, je dirais, les gens comme Massioudi, qui est l'Hérodote arabe, stipule bien que les premiers habitants de l'Élam étaient des Noirs, voyez. Et voilà pourquoi, je vais vous lire d'ailleurs le testament de ce chercheur, donc de la Foye, qui est un Français. Il dit ceci, donc en constatant le contenu des tombes, il dit « Seuls les puissants personnages avaient le droit de porter de hautes cannes et des bracelets. Seul le gouverneur d'une place de guerre pouvait faire broder l'image, donc broder son image sur sa tunique. Or, le propriétaire de la canne, le maître de la citadelle est noir. Il y a donc de grandes possibilités pour que les lames aient été l'apanage d'une dynastie noire, si l'on se réfère même au caractère de la figure déjà trouvée d'une dynastie éthiopienne. Et il conclut d'ailleurs en disant « Serait-on en présence de l'un de ces Éthiopiens du Levant dont parle Homère ?» Vous savez, Homère, donc auteur grec de l'Iliade et l'Odyssée. Les Nakuntas étaient-ils les descendants d'une famille princière apparentée aux races noires qui régnèrent au sud de l'Égypte? Vous voyez, donc de la Feuille fait naturellement le lien avec donc les dynasties soudanaises, donc qui auraient aussi essaimé en Élam et qui auraient été en fait les premières populations autochtones de cette région. Voilà, donc j'espère que cette émission vous aura passionné tout comme moi. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur 3A Télé Sud pour l'émission Vérité et Mensonge. Alors comme vous le savez, Vérité et Mensonge est une émission de culture, de découverte qui nous permet de faire découvrir vraiment au plus grand nombre l'histoire africaine. Et nous avons eu déjà l'opportunité d'aborder l'histoire des mathématiques en Afrique. Nous avons parlé de l'Ossichango, nous avons parlé aussi de l'invention du zéro, de l'apparition du zéro en mathématiques, donc apparition africaine. Et moi, en fait, véritablement, je voulais vous révéler quelque chose qui va vous surprendre à un point, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Oui, parce qu'il existe encore des traces de l'existence des mathématiques en Afrique, bien avant l'arrivée des Arabes, des Romains, même des extraterrestres si vous voulez. Mais vraiment, nous détenons la preuve que les mathématiques ont une naissance originelle, totalement africaine. Alors je vais vous le démontrer parce que vous savez que cette émission Vérité et Mensonge est une émission de découverte qui nous permet véritablement de lever le voile sur un certain nombre de points précis de l'histoire africaine. Alors tout cela, nous allons repartir dans l'Antiquité, à l'époque de ce fameux roi que j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, mais c'est important parce que c'est lui qui a lancé véritablement l'administration moderne même de l'Égypte. Pourquoi je dis l'administration moderne? Parce que tout simplement, l'organisation des gouvernements dans le monde occidental a été calquée sur l'organisation du gouvernement pharaonique. Oui, on aura l'occasion de le voir dans une prochaine émission. Alors, ce Narmer, qui en 3200 a finalisé donc son projet d'unification de la Haute et de la Basse Égypte, qui a organisé donc la cérémonie du Sématawi. Sématawi, c'est l'union des deux terres. Donc il est parti du sud de la Nubie profonde. Vous savez, la Nubie, en fait, c'est le Soudan actuel. C'est le Soudan actuel, donc qui est la Nubie des anciens. Il est parti d'une localité qui est la ville de Néken, qui a été appelée par les Grecs Hierakonpolis. Et partant du sud, donc il est remonté donc vers le nord. Il a fondé sa capitale, comme on a eu l'occasion de le voir, à Mennefer.
Et ce Narmer nous a légué des documents importants de son époque. Premièrement, nous avons sa tête en calcaire. Si vous allez à Londres, il faut absolument que vous alliez au musée Petrie, Petrie Film Museum. Pourquoi? Parce que vous aurez l'occasion de découvrir la tête en calcaire du roi Narmer qui se trouve exposée à Londres. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller la voir. C'est quand même important de pouvoir y penser quand on va à Londres. La deuxième chose, c'est que nous avons la fameuse palette de Narmer, la palette de Narmer qui se trouve au musée du Caire. Alors si vous allez en Égypte, allez voir la palette de Narmer parce que c'est très important. Il nous retrace cette période de l'unification, donc de la Haute et de la Basse Égypte, donc de Shemaou et Méou. Autre document, c'est la fameuse massue. Alors, c'est la massue qui va nous intéresser dans le cadre de cette émission. Cette massue se trouve au Oxford Museum. Si vous allez au Oxford Museum, allez voir la tête de massue du roi Narmer parce que c'est important. Alors, ce Narmer appartenait à une population africaine dont le nom est Younou, Anou. Vous voyez, c'est la traduction des Anou. Et ces Anou, en fait, c'était finalement les ancêtres nubiens des Égyptiens anciens, donc des Kamites. C'était un peuple en fait d'agriculteurs, de cueilleurs et de navigateurs. Vous savez, quand Narmer arrive et intronisé véritablement en tant que souverain du nord donc et du sud et du nord, chez Maou et Méou, il porte la couronne blanche Edge, donc qui représente Edjet, qui représente le sud, et la couronne d'Eshret, donc qui représente le nord. C'est le premier souverain de l'histoire à avoir porté la double couronne. Eh ben, les mathématiques existent déjà, l'écriture existe déjà, la spiritualité existe, l'architecture existe, le calendrier existe, et oui, le calendrier avec les 12 mois de l'année et les 4 semaines par mois, on aura l'occasion aussi de le voir, tout cela existe déjà. Et en fait, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un document bien précis. Mais avant, je voulais quand même vous lire la déclaration d'Émile Amélino. Parce que Amélino, en fait, est un égyptologue français qui a eu l'occasion de faire des fouilles à Abydos. Vous savez, parce que ces Anou la Younou ont fait quelque chose de très important. Ils ont été très malins à l'époque, tout simplement parce que leur nom s'écrit avec le pilier You. Vous voyez, et les plus grandes villes de l'Afrique pharaonique commencent par le pilier You. Vous voyez, par exemple, il y avait les Younou, c'est le nom de cette population, et vous avez Younou, qui est le nom de la ville d'Héliopolis, effectivement, et beaucoup d'autres villes commencent donc dans leur appellation par ce pilier You. Et Amélino l'avait déjà senti parce qu'il nous dit toutes ces villes ont le signe caractéristique qui sert à écrire le nom des Anou, donc le fameux pilier. C'est aussi dans ce sens ethnique qu'il faut expliquer l'épithète Anou appliquée à Osiris. Et oui, la principale divinité donc de l'époque de l'Afrique pharaonique. Vous voyez ? Il est frappant que la déesse Isis, d'après la légende, ait précisément la couleur de peau qu'on nomme les Nubiens. Vous voyez, qu'ont toujours les Nubiens. Ah ben, que dit Abélido? C'est à cette population que l'on peut attribuer sans crainte d'erreur les livres les plus anciens, les coutumes et la culture de l'Afrique pharaonique. Et il conclut en disant que la civilisation égyptienne, cela ressort parfaitement, n'est ni d'origine asiatique mais d'origine africaine. Il ajoute même d'origine négroïde, bien que cette assertion puisse surprendre. Mais il confirme qu'effectivement, la civilisation de l'Égypte antique est donc d'origine africaine. C'est important de le souligner et cela va nous ramener maintenant à la fameuse tête de massue du roi Narmer. Alors, cette tête de massue que vous allez découvrir tout de suite à l'écran est une scène importante. C'est la fameuse scène d'intronisation du roi Narmer. Donc, il est assis sur son trône qui est surélevé. Vous voyez l'escalier donc qui mène au niveau du naos où il est assis. Vous avez en haut donc les portes totems. Donc, ce sont des localités. Au milieu, au centre, donc ça c'est sur la gauche, vous avez donc les peuples, les souverains vaincus qui viennent faire allégeance. Et juste en bas, vous avez des animaux avec des symboles. On aura l'occasion de comprendre un petit peu cette scène. Intéressez-vous vraiment à toute la partie donc gauche de la scène. Voyez. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour celui, et là je vais vous réclamer votre attention, qui connaît la numération de l'Afrique pharaonique, en fait, il s'agit d'un élément mathématique très important. Et nous allons le voir ensemble. Donc, je vais déjà commencer par vous expliquer ce système de numération. On aura l'occasion de faire un exercice en fin de parcours. Alors, le bâton représente donc le chiffre 1. La corde retournée représente donc le chiffre 10. Vous voyez, la corde enroulée totalement représente le chiffre 100. Le lotus représente donc lui le chiffre 1000. Vous voyez, donc le droit représente le chiffre 10 000, la grenouille représente le chiffre 100 000 et l'homme assis représente le million. Voilà, donc 1 million. Bon. Maintenant, regardez bien cette fameuse tête de massue du roi Narmer. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, on va la déchiffrer ensemble, parce que c'est là où c'est merveilleux. Vous allez découvrir des choses qui sont extraordinaires. Si on prend comme principe, vous voyez, juste en bas de l'escalier,
vous avez donc un animal, donc une tête de bétail, donc c'est un taureau. Si vous regardez bien, sous ce taureau, vous avez 1, 2, 3, 4 grenouilles. Ben, réfléchissons. Si la grenouille en valeur mathématique vaut 100 000, comme Narmer a placé 4 grenouilles, en fait Narmer nous dit que le jour de son intronisation, il a récupéré 400 000 têtes de bétail. Voilà, c'était une information mathématique, 400 000 têtes de bétail. Et on continue, vous avez des bouquetins. Alors, vous avez un bonhomme assis. Vous voyez, juste en dessous, vous avez le symbole de 2. Ce bonhomme assis, en fait, ça veut dire 1 million. Mais comme vous avez un signe qui marque donc 2, en fait, ça veut dire 2 millions. Hein, c'est bien important de le comprendre. Et juste après, vous avez, pareil, 4 grenouilles et 2 doigts. Le doigt valant 10 000, vous avez 2 doigts, ça veut dire 20 000. Donc finalement, Narmer nous dit, j'ai récupéré 2 420 000 bouquetins. 2 420 000 bouquetins, voyez. Et juste à côté, vous avez une scène donc, qui est dessinée avec un homme assis. Il s'agit ici là des prisonniers. Donc, puisqu'il faut savoir que l'unification donc des clans s'est faite aussi à travers une guerre relativement importante. Donc ça, il faut le signifier. Donc, vous avez un homme assis. Alors, moi, là maintenant, j'aimerais que vous fassiez l'effort avec moi de découvrir la valeur mathématique qui est portée. Alors, on y va ensemble. Vous avez la grenouille. Donc, comme vous le savez, je vous ai dit, la grenouille vaut 100 000. Voilà, c'est ça. Vous avez 2 doigts, mais le doigt vaut 10 000. Voilà, donc vous avez 2 doigts. Un doigt valant 10 000, cela veut dire qu'il s'agit de 20 000. Mais comme la grenouille vaut, elle, 100 000, donc Narmer nous dit qu'en fait, il a fait 120 000 prisonniers. Donc nous recommençons la lecture de cette partie basse de la tête de massue du roi Narmer de manière à comprendre les valeurs mathématiques qui sont portées dessus. Donc premièrement, au niveau donc, des têtes de bétail, Narmer nous dit qu'il a récupéré 400 000 têtes de bétail. Et oui, il y a 4 grenouilles, une grenouille valant 100 000, donc 400 000 têtes de bétail. Au niveau des caprins, il nous dit qu'il a récupéré 2 420 000 chèvres, en quelque sorte. 2 420 000 chèvres. N'oubliez pas que le doigt vaut 10 000, il y a 2 doigts, donc ça fait 20 000. Et au niveau des prisonniers, on a la grenouille qui vaut 100 000, le doigt qui vaut 10 000. Comme on a 2 doigts, une grenouille, ça fait 120 000 prisonniers. Vous avez compris le système? Alors on va passer à la lecture suivante. Et là, je vous laisse découvrir la valeur mathématique qui est portée parce qu'il s'agit d'une vraie stèle. Et sur cette vraie stèle, nous allons ensemble essayer de lire donc la valeur mathématique qui a été notée par les Africains anciens de la période pharaonique. Alors là voilà cette stèle. Premièrement, vous avez sur la gauche donc un bonhomme. Donc il est assis avec les bras levés. Juste après, nous avons quoi? Nous avons 3 grenouilles. D'accord? Donc elles sont une au-dessus des autres. Après, vous avez 3 droits. D'accord? Ensuite, vous avez 3 lotus. Après, vous avez 3 cordes enroulées. Et vous avez 3 cordes retournées. Alors, je vous laisse quelques secondes pour essayer de comprendre la valeur mathématique qui est portée dessus. On y va ensemble? Voilà. Alors, premièrement, le bonhomme assis, nous avions dit tout à l'heure que dans le système de numération de l'Égypte pharaonique, donc de l'Afrique pharaonique, ça valait 1 million. Donc la valeur mathématique est d'1 million. Mais juste après, vous avez 3 grenouilles. Une grenouille a pour valeur mathématique 100 000. Nous avons 3 grenouilles. Donc ça veut dire 300 000. D'accord? Après, nous avons le doigt qui vaut 10 000. Là, nous avons 3 doigts. Donc on a 30 000. Effectivement, on a 30 000. C'est bien ça. Vous me suivez? D'accord. Ensuite, nous avons le lotus. Un lotus, vous vous rappelez la valeur mathématique du lotus? Le lotus vaut pour 1000. On a 3 lotus, ça vaut 3000, effectivement. Ensuite, la corde enroulée. La corde enroulée vaut pour 100. Là, nous avons 3 cordes enroulées. Il s'agit donc du chiffre 300. Et enfin, la corde retournée. La corde retournée vaut pour 10. Nous avons 3 cordes retournées. Nous avons 30. Lisons la stèle en entier. Nous avons 1 333 330. Voilà, 1 333 330. Vous voyez, c'est un élément quand même mathématique important
de l'Afrique, donc une contribution importante de l'Afrique pharaonique à l'histoire de l'humanité. Alors, personnellement, quelle appréciation qu'on peut porter au système mathématique de l'Afrique pharaonique? Vous savez, moi je pense que c'était le meilleur système mathématique en place et qui a existé dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment le meilleur système des mathématiques qui a existé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on prend dans la nature un élément auquel on affecte une valeur mathématique. Vous savez, tout être humain, en fait, possède deux cerveaux. Vous avez un cerveau qui est plutôt créatif et un cerveau qui est plutôt cartésien. En fonctionnant comme ça, vous arrivez aussi bien à satisfaire les individus qui ont un cerveau plutôt créatif et les individus qui ont un cerveau plutôt cartésien. Pourquoi? Parce que on dessine des éléments de la nature, des lotus, des grenouilles, des doigts. Vous voyez, on dessine. Donc il y a ce côté créatif, ce côté du dessin. On dessine. Et arrive donc l'analyse cartésienne. À ces éléments de la nature, on va affecter des valeurs mathématiques. Et après, on va passer à des opérations de plus en plus compliqué, c'est-à-dire qu'avec un tel système de numération, on va pouvoir faire des additions, on va pouvoir faire des soustractions, on va pouvoir faire des multiplications et des divisions. Voyez, et c'est en cela que véritablement c'est important. On aura l'occasion, je pense par la suite, de faire une émission où on abordera la problématique donc de l'addition, de la soustraction, de la division et de la multiplication. Mais je tenais quand même à vous dire, parce qu'il faut quand même le dire et il faut que ça soit su. Vous savez, lorsqu'on est arrivé véritablement à l'ère de l'informatique et qu'il a fallu programmer le système de calcul des calculatrices, des caisses enregistreuses, donc dans les grands magasins, il s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir réduire au maximum les lignes de programmation. Parce que vous savez, une multiplication dans le système européen, je pose 1, je multiplie, je rajoute, bon ça vraiment multiplie véritablement les lignes de programmation. Mais à partir du moment où vous prenez le système de mathématiques de l'Égypte pharaonique, vous découvrez que toutes les opérations étaient faites simplement par un système d'addition et de soustraction. C'est-à-dire que quand il fallait multiplier, c'était un système donc d'addition, et quand il fallait diviser, c'était un système de soustraction. C'est-à-dire qu'on a réduit les 4 opérations à 2 types d'opérations, ce qui facilite considérablement les lignes de programmation informatique et qui fait que quoi? Et oui, j'en arrive en fait au scoop, parce qu'on peut parler véritablement de scoop. En fait, tous les systèmes de mathématiques, que ce soit les calculatrices, les caisses enregistreuses qui utilisent donc l'électronique d'une façon générale, et oui, ont été programmés sur le fonctionnement et la méthode des mathématiques de l'Afrique pharaonique. Parce que véritablement, c'était le moyen le plus simple pour parvenir au résultat. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette nouvelle page de l'histoire des mathématiques de l'Afrique, d'une façon générale, vous aura passionné. J'espère que ça vous a donné aussi envie d'aller dans les musées pour découvrir aussi bien la tête de massue que la palette, que la tête en calcaire même de Narmer. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur 3A Télé Sud pour notre émission Vérité et Mensonge. Alors, comme vous le savez, Vérité et Mensonge est une émission de découverte, de culture, d'histoire et qui nous permet aussi de remettre un certain nombre de points sur les i de l'histoire africaine, malheureusement dépréciés en raison de l'histoire coloniale. Alors aujourd'hui, je voulais vous inviter avec moi à découvrir l'histoire médiévale africaine. Oui, l'histoire des châteaux forts, l'histoire des chevaliers, parce que c'est une histoire qui est méconnue. Et je vais vous dire pourquoi je vous invite à faire ce détour historique avec moi, parce que tout simplement, il y a quelques années de cela, il y a 2-3 ans, des jeunes ont voulu s'inscrire à une fête sur l'histoire de la chevalerie. Et c'est vrai que les organisateurs de cette fête leur ont demandé de résilier leur inscription, tout simplement en disant qu'en tant que Noirs, en tant qu'Africains, nous n'avions jamais eu ni de château fort, ni de chevalier, et que nous prenions la place d'une association qui souhaitait présenter la chevalerie anglaise. Voyez, donc c'est une thématique importante parce que véritablement on se rend pas compte de la réalité de l'histoire africaine. Alors pour cela, nous allons véritablement retracer un peu cette histoire des châteaux forts et cette histoire médiévale de l'humanité. Alors il faut savoir que pour l'Europe,
qu'on associe généralement à l'histoire médiévale, donc des châteaux forts et des chevaliers, parce que c'est vrai qu'il y a eu une grande communication, et puis il y a l'enseignement aussi qui met l'accent sur cette partie donc du Moyen-Âge. Bon, il faut savoir en tout cas que du 9e au 10e siècle, les seigneurs européens ont commencé par élever des mottes de terre sur lesquelles on a bâti donc des tours en bois qui ont progressivement évolué vers des forteresses. Et ces mottes de terre ont été suffisamment élevées, donc c'est pour ça que des fois on les retrouve aussi, on retrouve ces constructions directement sur des collines ou sur des montagnes. Le but du jeu était d'être suffisamment surélevé de manière à pouvoir donc mieux se défendre véritablement donc son territoire. Et problème, oui, avec le bois, c'est que le bois est périssable. Et oui, avec les intempéries, ben, le bois se détériore. Deuxième problème, le bois est vulnérable au feu. Donc les ennemis ont vite compris que en brûlant ces fortifications, ben, on avait vite fait de les détruire. Et puis il y a aussi l'amélioration des catapultes, parce que l'amélioration des techniques de catapultes détruisait considérablement les positions en bois. Donc il a fallu vite abandonner le système de défense en bois pour recourir finalement à la pierre taillée. Et voilà pourquoi à partir du XIe siècle, donc XIe siècle, XIIe siècle, XIIIe siècle, on retrouve donc véritablement des premières constructions de tours en pierre taillée. Ces tours vont aussi évoluer en forteresse et on va avoir le phénomène des châteaux forts, donc les magnifiques châteaux forts qu'on a aussi bien en France, en Angleterre, un peu partout d'ailleurs en Europe. Mais il faut savoir que si les châteaux forts en Europe sont arrivés à un tel degré de perfectionnement, c'est parce que tout simplement les seigneurs ont été, à l'époque des croisés, en Orient. Il y avait la conquête arabe à Jérusalem et c'est véritablement en Orient qu'ils ont vu des châteaux forts perfectionnés. Et ce sont ces améliorations qu'ils ont ramenées en Europe et qui nous permettent d'apprécier les châteaux forts qu'on a aujourd'hui. Voyez, mais c'est important de retracer cette histoire. Alors voilà pourquoi. Moi, je vous invite aujourd'hui à ouvrir cette page africaine. Nous allons ouvrir ensemble cette page africaine parce que c'est important. Vous savez, on retrouve en Afrique, depuis pratiquement 9000 avant l'ère chrétienne, des constructions. Je pense naturellement à la ville de Napta qui se trouve près d'Abou Simbel, avec des premiers temples, des premières constructions urbaines. Bon. Mais avec véritablement l'arrivée de Narmer, donc ce fameux pharaon soudanais, qui va unifier les clans de la vallée et fonder la civilisation égypto-nubienne en 3200 avant notre ère. Narmer remonte donc partant du sud de la ville de Nekem, donc la Hiérakonpolis grecque. Il arrive dans le nord, donc proche du delta, fonde la capitale Mennefer, la capitale de Memphis, mais Memphis a un autre nom. Memphis, c'est Ineb Edge, c'est-à-dire la muraille blanche. Et oui, parce que Narmer va faire entourer cette ville d'une immense forteresse, une immense fortification pour protéger ses habitants donc des agressions étrangères. Et à partir de là, avec l'urbanisation de la vallée, les villes vont se développer avec des remparts qui pouvaient atteindre pratiquement 20 mètres de haut. Je pense à Médine-Abou, je pense à Karnak, toutes ces grandes agglomérations, Héliopolis, de son vrai nom Younou, ces grandes agglomérations qui étaient complètement protégées par des remparts, mais vraiment en pierre taillée, des remparts immenses de près de 20 mètres de haut. Et, chose importante, c'est que va arriver la problématique de la défense du territoire africain aussi, des agressions venant des peuples orientaux, venant de la Nubie. Et c'est pour ça que l'Afrique va se lancer très tôt dans la construction de forteresses, donc pour protéger ses frontières. Alors ces frontières, quelles sont-elles? C'est les frontières avec le Sinaï, c'est les frontières avec la Nubie et aussi avec la Libye, donc à l'ouest. Et naturellement, arrive donc cette fameuse problématique qui va nous intéresser, qui concerne l'apparition pour la première fois dans l'histoire de l'humanité des tout premiers châteaux forts. Mais quand je vous dis châteaux forts, ce sont des châteaux forts qui n'ont rien à envier aux châteaux forts européens qui vont arriver 3000 ans après. Et je pense à une région en particulier. C'est la région de Bouenne, parce que cette région qui se trouve en pleine Nubie, c'est véritablement là qu'on retrouve l'essence même du château fort européen. Pourquoi? Parce que avec donc les invasions nubiennes qui devenaient de plus en plus massives, de plus en plus importantes, donc les Égyptiens, donc les Kamites, vont chercher à se défendre aussi, à défendre leur position, et vont construire une immense forteresse. Mais une forteresse qui est incroyable pour l'époque, avec donc
Les douves. Alors, qu'est-ce que c'est que les douves? Les douves, vous savez, c'est l'espèce de grand fossé de près de 10 à 20 mètres de profondeur dans lesquels on mettait de l'eau tout autour, donc pour décourager l'ennemi de s'approcher du mur. Mais aussi avec les meurtrières qui font ces fameuses entrées, donc dans ces fameuses fentes verticales dans le mur qui permettaient de décocher des flèches. Et ça, c'est important quand même de le signifier. Il y avait les merlons aussi qui permettaient de s'abriter, donc des flèches qui étaient lancées, et toute une série donc de systèmes de défense. Le pont-levis, vous voyez l'apparition des ponts-levis, c'est déjà à cette époque. Donc véritablement, Boën, c'est l'émergence du château fort. Et face aux ennemis orientaux, je pense notamment aux Syriens, donc qui vont chercher à attaquer l'Égypte, donc qui vont se retrouver confrontés à ces fortifications. On pense aussi aux Hyksos qui ont envahi l'Égypte aussi durant une période. Ben, ces peuples vont voir pour la première fois ces fortifications à ce moment-là. Donc ils vont tâcher de reprendre les grands principes de la forteresse et ils vont construire aussi des forteresses, donc en imitant le style africain pharaonique dans leur région d'origine. Et ce sont justement ces imitations, ces copies qui ont été aussi améliorées, parce qu'il ne faut pas nier le génie de chaque peuple, c'est important, que les Européens vont voir et qui vont ramener par la suite en Europe. Donc vous voyez, donc c'est ça cette première problématique. Donc ce qui veut dire que quoi? Ben, tout simplement, si vous cherchez à travers une analyse historique, les premiers châteaux forts de l'histoire de l'humanité, vous êtes obligé de revenir en Afrique et d'aller particulièrement dans cette région de la Nubie où vous allez retrouver le château fort de Boën. Alors après, c'est l'histoire de l'Afrique impériale. Pourquoi c'est important quand même de le signifier? Premièrement parce que nous avons aussi des châteaux forts, il ne faut pas le nier. Un certain nombre de châteaux forts, notamment celui de Zimbabwe, du Monomotopa, qui est un immense château fort qu'on a eu l'occasion déjà de présenter dans le cadre de Vérité et Mensonge. Autre chose, c'est la chevalerie. Mais quand je vous dis la chevalerie, c'est une chevalerie africaine, mais qui n'a rien à envier à la chevalerie européenne. Et nous allons voir ça dans les détails. Alors il faut savoir que les empires, d'une façon générale, étaient défendus par deux escadrons. Vous avez un escadron lourd qui défend vraiment la famille royale, le palais royal. Alors cet escadron lourd est à cheval. Eh oui, à cheval, avec une armure, avec le gilet à côte de maille, avec la lance, avec l'épée, et avec même le casque, des fois donc avec la plume d'oie sur le casque. Et vous avez un escadron léger, donc l'escadron léger, là ce sont les fantassins qui sont à pied, et qui ont les boucliers, les lances courtes, voire les lances longues, et qui constituent l'armée au sol. Voyez? Donc ça c'est important de le signifier. Alors moi, j'ai voulu quand même vous permettre d'apprécier des descriptions déjà de ces immenses châteaux forts de l'Afrique impériale, donc l'Afrique des grands empires, que nous ont légué un certain nombre d'explorateurs. Donc je pense notamment à Olfa Dapper, donc qui est lui hollandais, et qui nous a décrit quand même le centre urbain, donc le palais royal, la forteresse du Monomotopa. Et qu'est-ce qu'il nous dit Dapper? Dapper nous dit ceci, écoutez, quand même c'est quand même relativement important. On y entre dans le royaume par 4 grands portaux où les gardes de l'empereur font tour à tour la sentinelle. Les dehors sont fortifiés, vous voyez, Dapper, les dehors sont fortifiés, de tours, et le dedans divisé en plusieurs chambres spacieuses, garnies de tapisseries de coton, où la vivacité des couleurs dispute le prix à l'éclat de l'or, si l'on en croit quelques géographes. Et il y a un Français, il faut quand même le dire, il y a un Français, donc qui est Nicolas Sanson d'Abbeville, qui a aussi visité le palais et qui nous dit « Le palais est grand, magnifique, flanqué de tours au dehors », donc vous voyez, donc confirmation de l'appréciation de Dapper, avec 4 principales portes, le dedans enrichi de tapisseries, de coton, rehaussé d'or, de meubles riches et superbes. C'est vrai qu'il y avait eu aussi des descriptions faites par des Arabes à l'époque, puisqu'il faut savoir que les premiers à être arrivés sur le lieu, ce sont les Arabes qui venaient de la région de Sofala. Mais je voulais continuer quand même cette description de Dapper parce qu'elle est importante. Il termine en disant « Des chairs dorées peintes et émaillées et des chandeliers d'ivoire suspendus à des chaînes d'argent sont une beauté de ces appartements somptueux. Sa vaisselle est de porcelaine, entouré de rameaux d'or. » Donc ce qui montre bien qu'à l'époque, les grands empires africains entretenaient aussi des relations avec des peuples lointains, en l'occurrence là, par exemple la Chine. Alors, il y a une autre description qui nous est donnée par un ouvrage donc historique, Terre et peuples d'Afrique, donc de Gallimard, qui nous dit ceci, c'est important. Jusqu'au 19e siècle, la grosse cavalerie des Fulbés
ou peuls étaient équipés de cuirasses ou de gilets à cotte de maille, voyez, sous des manteaux matelassés. Par la suite, les manteaux, comme les cuirasses métalliques, ne furent plus réservés qu'aux cérémonies. Dans la grosse cavalerie, la cuirasse, mais il faut savoir que la cuirasse, c'est exactement la même cuirasse que la cuirasse des Romains, c'est-à-dire la cuirasse des soldats romains que nous connaissons de par l'empire qu'ils ont fondé en Italie. Donc remplaçait la cotte de maille contre les flèches, et oui, parce que les soldats africains cherchaient à se protéger des flèches, d'où l'utilisation des gilets à cotte de maille et des cuirasses métalliques. Et les pointes, une protection sans doute meilleure, donc c'était vraiment la protection qui permettait donc de protéger notamment les Mossis du Burkina Faso. Le cavalier Fulbé, nous dit toujours le document, était quelque peu handicapé par la lourdeur de son armure, qui l'obligeait en cas de chute à demander de l'aide pour se remettre en selle. Mais ça, c'est typiquement la chevalerie européenne, vous voyez, c'est typiquement la chevalerie européenne, puisque les chevaliers européens avec leurs armures avaient le même problème pour se remettre en selle. Un lancier de la grosse cavalerie du Birgami a été dessiné d'ailleurs par un explorateur anglais. Donc ce lancier vous permet de voir un peu la cuirasse matelassée qui protégeait aussi bien le chevalier que l'animal lui-même. La hache aussi était une arme très utilisée pour les combats rapprochés. Elle pouvait être décorée et servir lors de cérémonies rituelles. Effectivement, parce qu'on constate une chose. On constate que cette chevalerie africaine servait donc à la guerre, effectivement, quand il fallait défendre l'Empire, mais elle était aussi présente lorsqu'il y avait de grandes cérémonies religieuses, des fêtes nationales, quand c'était l'intronisation aussi du nouveau roi, et puis quand il fallait partir à la chasse, notamment les fantassins avec les lances courtes et les lances longues. Donc il y avait cette triple utilisation, voire quadruple utilisation donc de la chevalerie africaine, donc de la période impériale. Voyez, donc on va retrouver des chevaliers chez les Ashanti, au niveau du Songhai, au niveau de l'empire du Mali, au niveau de Ouagadougou. On pense notamment au niveau du Mali à cette fameuse bataille qui a opposé Soundiata Keïta à Soumaoro Kanté. Ben, cette bataille dans la plaine de Kirina, c'était une bataille chevaleresque, mais il faut prendre le temps d'écouter les chants des griots qui vantent toute cette histoire épique africaine et qui valorisent la grande chevalerie africaine. C'est important parce que nos jeunes doivent pouvoir donner vie à travers leur imagination, à travers leur dessin, à toute cette chevalerie africaine qui leur permettra tout simplement, donc à travers des expositions un petit peu comme celle que voulaient faire les jeunes donc il y a 2-3 ans, mais de présenter cette histoire épique, cette histoire médiévale africaine qui n'a rien à envier à l'histoire européenne. Alors je terminerai en disant que les chevaliers africains ont été aussi présents dans l'Hexagone, ils ont été aussi présents en Europe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec la conquête arabe, et oui, il y avait des chevaliers morts, la chanson de Roland, qui est une fameuse chanson épique de la tradition chevaleresque en Europe, notamment la tradition chevaleresque française, ben, il faut savoir que les adversaires du chevalier Roland, c'était le roi Massile avec la chevalerie mort. Voilà pourquoi sur les armoiries, voilà pourquoi aussi sur les cathédrales, dans les vitraux, on retrouve cette scène où les adversaires de Roland sont noirs. Le chevalier Massile, effectivement, est noir. Vous voyez, donc chevalerie africaine en Afrique, et chevalerie africaine en Europe, en France et voire même en Angleterre. Alors je vous inviterai à vous intéresser par exemple aux armoiries des familles Morel, Moreau, et vous verrez que les chevaliers qui sont représentés sur leurs armoiries anciennes sont effectivement des chevaliers noirs africains, donc ces fameux morts dont j'ai eu l'occasion de vous parler. Voilà, donc j'espère que cette histoire vous a passionné, vous a permis de découvrir cette nouvelle facette de l'histoire africaine, vous donnera aussi envie de valoriser le passé africain. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À très bientôt.